Aurore Berger, bonjour. Bonjour. Député de La République En Marche des Yvelines, journaux, magazines, télévision, radio publie une lettre ouverte appelant les Français à se mobiliser en faveur de la liberté d'expression. Pourquoi ? Eh bien parce que nos confrères de Charlie Hebdo ont encore reçu des menaces, de nouvelles menaces d'Al-Qaïda. Tous les médias menacés sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous menacés sur les réseaux sociaux, notamment par des idéologies totalitaires prétendant parfois s'inspirer de textes religieux. Alors, il faut rappeler combien la liberté d'expression est importante. Bien sûr, Berger. C'est un combat essentiel et c'est un combat qui parfois est très difficile à mener. Des journalistes, des dessinateurs l'ont mené, ont dû le mener au péril de leur vie. Quand on voit que la DRH de Charlie Hebdo a dû quitter en 10 minutes son domicile, Marie Cabrette, tout ça parce qu'elle est une défenseuse de la laïcité, une défenseuse de la République. Elle nous interpelle aussi parce qu'elle a dû partir de chez elle, qui est normalement le dernier refuge que vous avez, c'est votre domicile. Et elle le dit parce qu'elle permet aussi de véhiculer l'œuvre de Charb. Vous savez ce qu'il avait écrit, qui était Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes, parce qu'il faut dire le titre jusqu'au bout. Et bien quand on voit que cette œuvre de Charb, qui a été assassinée, cette œuvre, on a du mal à la faire jouer. Quand on voit que dans une université française, cette œuvre, elle a été déprogrammée à Lille, alors oui, on a des raisons, malheureusement, de s'inquiéter sur ce combat pour la liberté d'expression. C'est pour ça qu'on attend beaucoup du discours du président de la République sur les séparatismes. J'y reviendrai. On attend. Mais vous savez, il s'est quand même déjà à plusieurs reprises exprimé. D'accord, et très clairement exprimé, mais c'est bien aussi que tous les médias le fassent, parce que beaucoup de choses. Vous savez, quand on a eu le procès de Charlie, il est encore en cours, un certain nombre de médias ont republié les fameuses caricatures, pas tous, mais un certain nombre de médias les ont republiées. Les kiosquiers ont été courageux, les kiosquiers les ont mis partout, et je crois qu'on a besoin à un moment de démontrer que c'est aussi ça qui est constitutif de notre identité, ce droit au blasphème, ce droit à la caricature, c'est ça aussi qui est en jeu dans le procès de Charlie. Aurore Berger, le malaise est profond à La République En Marche, franchement. Oui, il y a un malaise qui est profond, en effet. On est un jeune parti, un parti qui a finalement que 4 ans d'existence, un parti qui emporte avec lui, je crois, beaucoup d'attentes. On a retrouvé l'envie de faire de la politique au travers de ce mouvement La République En Marche. On a retrouvé des Français qui ne s'y intéressaient plus, des Français qui n'avaient jamais voulu adhérer à un parti politique. C'est ça, l'espérance que ça a soulevé. Se dire à un moment, on peut réconcilier les Français avec la vie démocratique et avec la vie politique de leur pays, et c'est cette espérance qui s'est levée au moment de la campagne présidentielle. Cette espérance, on n'a pas le droit de la décevoir, à la fois en chicaya interne, c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop m'étendre sur le sujet, mais je crois qu'il faut qu'on se ressaisisse pour être à la hauteur de ce qui s'est passé au moment de la campagne présidentielle. Il va falloir vous ressaisir parce que vous avez été laminé au municipal. Vous préparez ces régionales dans un désordre invraisemblable désordre. Aurore Berger, écoutez, on ne sait même pas quels sont les ministres qui seront candidats. C'est dans combien de temps les régionales? C'est au mois de mars. On va avoir les régionales au printemps prochain et les élections, c'est au mois de mars, les élections départementales. Aurore Berger. Je sais tout à fait. Est-ce que vous connaissez les candidats de La République En Marche pour les régionales? Vous connaissez ceux des Républicains, du PS, d'Europe Écologie Les Verts? J'en connais beaucoup, Républicains. Oui, alors écoutez, les pas sortants, partout. les sortants. En effet, ils ont des sortants, c'est normal, ils sont installés depuis un petit peu plus longtemps que nous. Donc, la question du calendrier, en effet, je l'ai bien en tête. Et je sais qu'il faut aller vite parce que je pense qu'on a besoin de clarté. Moi, ce que je crois, c'est qu'un parti politique, c'est avant tout dire ce qu'on est et aussi dire ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire établir des lignes rouges extrêmement clair par rapport à des alliances qui ne peuvent pas être possibles. C'est-à-dire qu'on l'a dit depuis le début. Vous ne pouvez pas vous allier à Laurent Wauquiez, vous ne pouvez pas vous allier. Vous allez vous allier à des LR. C'est-à-dire, d'abord, les lignes rouges, c'est avant tout la lutte contre le populisme dans notre pays. C'est un populisme qui monte, malheureusement, on le voit. Il monte sur la résignation, il monte sur le découragement, il monte sur le manque de justice sociale. Il monte aussi parce que finalement, les partis politiques aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, ça n'intéresse pas. Mais si les citoyens sont résignés, c'est aussi à cause de vous. Mais j'en prends ma part. Mais j'en prends ma part. Aurore Berger. J'en prends ma part. Je ne dis pas que depuis 3 ans, nous avons tout réussi. Si nous avions tout réussi, de fait, nous n'aurions pas eu ces résultats au moment des élections municipales ou des législatives partielles. Je suis lucide sur ce constat-là. Je suis lucide, mais je pense... laminé dans ces législatives partielles. Je pense que nous avons 18 mois.
Les Français nous ont donné un mandat qui est un quinquennat, qui est 5 ans sur lesquels nous devons agir. Et on ne doit pas perdre une minute. On ne doit pas considérer que la seule élection qui compte soit l'élection présidentielle, que tout doive se passer et être autour de l'élection présidentielle. Moi, je suis députée de la nation. Je suis députée pour faire en sorte que jusqu'au dernier jour de mon mandat, je sois utile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pensez nous que vous, députés, ça veut dire, Europe Berger, que vous pensez que vous, député de La République En Marche, vous ne servez pas à grand-chose. Justement, ça veut dire qu'on vous laisse. Ça veut dire qu'on vous. Justement, si, Jean-Jacques Bourdin, je crois que les députés, ça sert encore à quelque chose. Non, mais d'accord. Je crois que les députés, alors qu'on n'a plus le cumul des mandats... Enregistrer, à voter les décisions d'Emmanuel Macron. Attendez, c'est trop facile. Sans critiquer, sans proposer autre chose. Ce procès-là, on l'a en permanence. En permanence. C'est-à-dire que soit je suis invitée sur votre plateau et vous dites, mais attendez, c'est quoi ces frondeurs qui osent penser différemment? Et là, maintenant, aujourd'hui, vous me dites, mais en fait, vous n'êtes que des godillots prêts à appuyer sur un bouton. Un député, ça peut être autre chose que ça. On n'est ni des godillots parce qu'on est loyaux. Est-ce que vous êtes suffisamment considéré par le président de la République? Oui, nous le sommes. Et oui, nous le serons. Suffisamment? Et oui, nous nous battons aussi. Mais évidemment. Et oui, nous nous battons aussi pour que les idées qui sont les nôtres avancent. Je vous donne un exemple. Un exemple parce que c'est ce qui est largement porté par les députés de mon groupe La République En Marche, qui est la loi Grand Âge et Autonomie. Aujourd'hui, il n'y a pas une famille dans notre pays, pas une famille qui n'est pas inquiète de l'avenir de son parent, de son grand-parent, la manière avec laquelle elle va pouvoir le prendre en charge ou le faire prendre en charge quand elle n'en a pas les moyens. La question des EHPAD, qui est apparue de manière encore plus flagrante pendant la crise du Covid. Cette loi, nous l'avons dit au président de la République et c'est l'engagement qu'il a pris, cette loi, nous voulons qu'elle soit votée d'ici la fin du quinquennat. Parce que nous considérons que notre mandat ne sera pas satisfaisant si cette loi n'est pas votée, parce que c'est l'avenir de pour 2021, promesse d'Emmanuel Macron de notre pays. Exactement. Bon, promesse pour nous verrons, parce que nous verrons. Mais nous verrons. Parce que cela fait tant de présidents de la République, cela fait tant de premiers ministres, tant de gouvernements qui nous ont promis une loi grand âge qui n'est jamais arrivée. Et vous avez raison. Donc, il y a beaucoup de présidents de la République qui avaient par exemple promis qu'on ait une 5e branche de l'assurance maladie qui prenne en charge ce risque. Mais nous l'avons voté. Ça y est, c'est fait. Et ça avait été promis par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, ça n'avait pas été fait. Par contre, ça a été promis par Emmanuel Macron, ça a été fait, ça a été voté par les députés de la République. Mais dites-moi, en allant de catastrophe en catastrophe, vous n'avez pas peur maintenant de arrêtez, perdre... Moi, je n'ai pas l'impression d'être sinistre en venant sur votre plateau, en me disant moi, je regarde que je les cours résultats, de catastrophe je regarde vos résultats. Vous allez de catastrophe en catastrophe. Non, je vois que nous sommes un parti qui s'est créé municipal, en 2016. c'est la débâcle. En 2016. Des élections législatives partielles, c'est la débâcle. Je ne sais pas ce que vont donner les régionales. Est-ce que vous connaissez un seul parti qui s'est créé en 2016 et qui, un an après, a gagné des élections présidentielles et législatives? Ça n'existe pas dans la vie politique de notre pays. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est en effet qu'on assume de dire ce qu'on est et d'assumer aussi de dire ce qu'on n'est pas, parce que sinon, on sera en effet uniquement une parenthèse. Moi, j'ai pas envie qu'on soit une parenthèse. J'ai pas envie qu'on soit renvoyé ensuite dos à dos à des clivages qui, pour moi, sont inefficaces et ont été inefficaces dans la vie de notre pays. Aurore Berger, vous avez du courage et de la volonté parce que vous en aviez très gros. Nombreux. Vous en aviez gros sur le cœur. Vous en aviez gros sur le cœur. Mais j'en ai pas gros sur le cœur. Moi, je suis fière d'être députée. Pas de présidence du groupe à l'Assemblée nationale. Et alors ? Non mais déjà, vous savez, l'avenir personnel, mon avenir personnel, il intéresse mes parents qui doivent nous regarder ce matin, il n'intéresse personne d'autre. Non. Personne d'autre. Mais quand on s'engage comme vous êtes engagé, mais vous vous rendez compte, tout ce que vous avez défendu. Il n'y a pas un jour, Jean-Jacques Bourdin, quand je suis à l'Assemblée nationale, où je me dis pas que c'est exceptionnel d'être député de la nation à 33 ans. Donc franchement, je serais quand même très mal placée de me plaindre ou d'en avoir un gros sur le cœur, parce que je suis pas rentrée dans un gouvernement. Un gouvernement, c'est des choix qui appartiennent au président de la République et au Premier ministre. Je suis députée à 33 ans. Donc à un moment, il faut quand même remettre les pendules à l'heure et qu'on considère la chance inouïe qui est la nôtre en tant que député et du caractère exceptionnel que ça a, qu'autant de nouveaux députés aient été élus en 2017. C'est ça qu'on ne doit pas décevoir. Je comprends le message ce matin, c'est qu'on soit mieux considérés. Il faut que nous soyons mieux considérés, nous les députés. Bon, par le pouvoir. Certains parlent d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle coalition pour préparer la présidentielle de 2022. Il y a l'idée, en tout cas, d'avoir ce qu'on appelle cette maison commune. C'est-à-dire se dire, en effet, on doit continuer à nous élargir. On est les seuls à considérer, en effet... Donc une nouvelle coalition... Qu'il va falloir s'élargir, qu'on ne peut pas se restreindre. La vie politique, c'est pas de se restreindre. La vie politique, c'est ce qui est en préparation, créer une nouvelle coalition pour 2022 ? Oui, en effet.
effet, c'est de continuer à convaincre, de continuer à faire. C'est ce qu'on a fait au moment des Européennes. Au moment des Européennes, d'ailleurs, les Français ont plébiscité ce que nous avions fait, parce qu'on était clair aussi sur ce qu'on disait, sur ce qu'on voulait, sur les questions européennes. Et on a eu une coalition qui était beaucoup plus large que La République En Marche et que nos alliés naturels du MoDem. Donc on doit continuer à nous élargir. Et je pense que ça, c'est un impératif. Vous savez, on a beaucoup parlé de cet enjeu, encore une fois, de réconciliation des Français avec la politique. C'est pas un sujet d'addition de partis politiques. Ça, on s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est de continuer à convaincre que des gens aient envie de nous rejoindre sur un projet politique. Covid-19, là encore, on a l'impression qu'on retrouve une certaine pagaille avec les tests. Avec les tests, des tests, il y en a tellement. Tellement de Français ont envie de se faire tester qu'on n'arrive plus à obtenir les résultats rapidement. À Paris, par exemple, même à Paris, les nouveaux centres de dépistage réservés aux personnes prioritaires sont déjà saturés. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même, encore une fois, c'est le sentiment que vous donnez à la population, un sentiment de pagaille, d'impréparation. La vérité sur les tests, c'est qu'à partir du moment où on a mis en place cette stratégie qui était une stratégie de test massif, de dépistage massif de la population, eh bien, en effet, on a eu un embouteillage, c'est-à-dire qu'on a eu trop de personnes qui sont venues se faire tester. Et donc, qu'est-ce qui a été mis en place ensuite? C'est de faire en sorte de prioriser en fonction des publics. C'est-à-dire que si vous avez été cas contact, vous avez plus intérêt à vous faire dépister que si vous n'avez jamais été en lien avec un cas Covid. Si vous présentez des symptômes, vous avez intérêt à vous faire dépister. Et donc, c'est ces lieux prioritaires et ces personnes prioritaires. Ces lieux prioritaires sont saturés aussi. Écoutez, moi, pourquoi? Je le vois. Parce qu'il suffit d'aller voir son médecin qui vous donne une ordonnance mais les médecins pour sont être testé. Les médecins sont heureusement des gens responsables qui ne donnent pas des ordonnances à n'importe qui et qui considèrent qu'on donne des ordonnances quand c'est légitime de le faire. Donc, nous, par exemple, je vois dans les Yvelines, que ce soit à Mantes-la-Jolie ou à Trappes, on a mis en place des lieux spécifiques justement pour des publics prioritaires. Ça fonctionne, il n'y a pas de saturation de ces lieux, ils viennent d'être mis en place. On a eu enfin aussi l'autorisation d'avoir ces tests salivaires par la Haute Autorité de Santé. On a 1 200 000 tests qui ont été pratiqués. Mais oui, mais ça se réglemente. Enfin, on ne peut pas considérer du jour au lendemain que ce genre de test peut être déployé. On a des règles à respecter, il me semble, en la matière. Donc oui, on a eu des difficultés. Oui, on a du coup des publics prioritaires qui doivent pouvoir se faire tester et surtout, non seulement se faire tester rapidement, mais avoir leurs résultats rapidement. Le congé paternité va passer à 28 jours. Est-ce que c'est un premier pas? Il faut aller plus loin. Déjà, c'est un pas qui est assez spectaculaire. C'est-à-dire que vous doublez aujourd'hui le congé paternité. Ce qui permet en effet d'avoir une meilleure prise en compte de la parentalité. C'était une des recommandations majeures de ceux qui ont travaillé sur les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant. Tout ce qui se passe et ce qui se noue dans les tout premiers jours de la vie d'un enfant, eh bien, il a besoin en effet de ses parents. Et on ne peut pas faire reposer cette charge uniquement sur la mère ou considérer que le père serait à l'écart parce qu'il n'aurait pas la possibilité d'exercer un congé paternité. Moi, je trouve que 28 jours, c'est déjà un premier pas assez spectaculaire, sachant, je le dis aussi pour les chefs d'entreprise, que la charge pour l'entreprise restera la même. Il y avait 3 jours aujourd'hui à la charge de l'entreprise, le reste est l'assurance maladie. Ce sera la même chose demain. À Strasbourg, une étudiante frappée parce qu'elle portait une jupe agressée par 3 hommes dans une ruée. Personne n'est intervenu. Tout le monde a regardé ce qui se passait. Et voilà, exactement. Inadmissible, évidemment inadmissible. Les femmes victimes d'agressions sexistes n'osent pas déposer plainte. Comment faire pour les inciter à aller à la police ou à la gendarmerie? Vous savez, je me souviens quand on a voté la loi justement sur le harcèlement de rue, on nous riait un peu au nez en disant mais vraiment, est-ce qu'après tout, être sifflé dans la rue, être prise à partie, est-ce que vraiment ça, on peut considérer que c'est une agression? C'est le premier pas d'une agression, oui. Et ça fonctionne. On voit aujourd'hui que les policiers et les gendarmes arrivent à sanctionner ce type d'acte. Et je crois que le fait de ne rien laisser passer, le fait de considérer que la première atteinte à la dignité d'une femme doit être sanctionnée, c'est ça aussi qui compte dans le changement des mentalités. Cette jeune femme, elle a eu le courage de s'exprimer. Et elle montre aussi aux femmes, justement, qu'on n'est pas victime quand on s'exprime. On est courageuse quand on s'exprime et qu'on est là aussi pour être protégée. Et ce qui est indigne, c'est non seulement évidemment ces 3 personnes qui l'ont molestée pour le simple fait qu'elle ose porter une jupe, mais c'est ces 15 personnes qui ont regardé, ces 15 personnes qui ont laissé faire. C'est comme en général, malheureusement, les agressions que vous voyez, tout d'un coup vous les retrouvez sur les réseaux sociaux parce que les gens prennent le temps de les filmer et de les publier plutôt que le temps d'appeler la police. Ça,
c'est intolérable. Et il faut aussi à un moment que la société se regarde en face. Quand une jeune femme ou un jeune homme est attaqué, le premier des réflexes, ça ne peut pas être de détourner le regard, ça doit être de s'interposer. Aurore Berger, sans rapport, mais que pensez-vous de ce qu'a dit le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer? Les élèves doivent s'habiller de façon républicaine. Écoutez, moi je pense qu'en effet, quand vous êtes à l'école, vous avez ce qu'on appelle tout simplement un règlement intérieur, qui fait qu'on demande de vous une tenue qu'on juge correcte, qu'on juge adaptée, qu'on juge appropriée. Je pense que c'est juste ça qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes à l'école, vous n'êtes pas dans un autre cadre, vous êtes dans un lieu qui est un lieu de la République et qui est un lieu qui doit faire aussi que, à la fois, les enjeux de différence sociale ne soient pas prédominants. Est-ce que vous soutenez cet appel lancé par des lycéennes? Oui, je l'avais relayé. Oui, vous l'avez je l'avais relayé, mais je comprends très bien qu'elle le fasse. Oui. Je comprends très bien qu'elle le fasse. Moi, je préférerais toujours avoir des jeunes femmes qui se battent pour l'émancipation de leur corps, qui se battent pour la liberté de leur corps, à celles qui malheureusement sont entravées à le faire. Donc je comprends et je pense qu'on peut arriver à considérer que les deux sont conciliables. Jean-Michel Blanquer a eu tort de dire ce qu'il a dit. Je pense que les deux sont conciliables surtout. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que souvent cette demande, cette injonction sur le vêtement, sur le corps, elle s'impose aux femmes et uniquement aux femmes. En général, on ne parle pas de la manière avec laquelle les jeunes garçons, les jeunes hommes doivent s'habiller. Mais par contre, on a souvent beaucoup de recommandations à faire aux jeunes femmes. Moi, je préfère qu'elles choisissent la voie de l'émancipation. Les séparatismes, donc, on attend le discours du président de la République, le 2. À quel endroit? Est-ce qu'on le sait? Vous ne savez pas, vous non plus? Je ne sais pas. Mais parce que l'UNEL, apparemment, a été abandonné. Ce qui me semble important, c'est que ce discours puisse être prononcé et ce qui sera dans le discours. Les séparatismes, alors que c'est, soyons clairs, soyons francs, c'est l'islamisme radical qui est visé. Mais il l'a déjà dit. Il l'a dit à plusieurs reprises sur le séparatisme islamiste. On n'a pas peur de nommer les choses, si c'est ça votre interpellation. Oui, j'ai l'impression que vous avez peur de nommer les choses. Moi, j'ai jamais eu peur de le faire. Et le président de la République. Mais il y a malheureusement, vous savez, il n'y a aucune gêne à avoir. Le séparatisme islamiste, évidemment, il existe. Mais il y a des séparatismes. Des séparatismes qui font qu'on va séparer les croyants des non-croyants, qu'on va séparer les hommes des femmes. C'est ça aussi, les séparatismes. C'est considérer finalement que la République, elle n'a plus de caractère universel. Qu'attendez-vous de ce discours? Moi, je pense qu'on a des enjeux très opérationnels qui doivent pouvoir exister. C'est-à-dire comment on fait en sorte que, sur le terrain, ça puisse être mis en place. On a des principes qui doivent être rappelés, évidemment. L'universalisme, notamment, en est un essentiel. La laïcité en est un essentiel. Mais au-delà de ces principes, c'est comment les expliquer. Exemple type sur, malheureusement, les associations. On le voit, les associations de soutien scolaire, notamment. Les associations sportives, où on voit qu'un certain nombre de règles qui dérogent à nos valeurs républicaines sont mises en place dans des associations sportives. Tout commence à l'école. Tout commence à l'école et malheureusement tout commence parfois pour certains en dehors de l'école. C'est le risque de déscolarisation d'un certain nombre d'enfants. C'est la raison pour laquelle aussi on a voté une loi dans ce mandat sur la capacité qu'on a à être beaucoup plus ferme sur la fermeture d'un certain nombre d'établissements scolaires qui sont hors contrat. On a des écoles hors contrat qui existent, qui sont des modèles en matière de pédagogie. C'est des choix parentaux qui peuvent être faits. Les écoles Montessori. On a par contre des écoles qui sont dangereuses. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à identifier les enfants qui ne fréquentent pas les établissements sous contrat, qui fréquentent des établissements comme ceux-là qui sont hors contrat? Il faut qu'on ait des inspections régulières dans ces établissements hors contrat pour savoir, pour vérifier à peu près 250 000 élèves en France. Si l'enseignement qui est délivré n'est pas un enseignement qui déroge, encore une fois, à ce que doit être une ligne qui est une ligne républicaine. Sur les enseignements scientifiques qui sont souvent malheureusement des bons marqueurs de la manière avec laquelle on conçoit la vie en société et si on n'a pas un primat religieux notamment. Aurore Berger, le ministre de l'Intérieur souhaiterait interdire le port du voile lors des sorties scolaires. Il défend cette idée. Le président de la République apparemment aurait renoncé à cela. Vous êtes favorable ou à l'interdiction du voile lors des sorties scolaires ou pas? Vous savez, je me suis déjà exprimée sur ce sujet-là. On est toujours pris en tenaille entre un principe de pragmatisme qui est de dire à partir du moment où on a encore ces personnes qui viennent en sortie scolaire, ça veut dire qu'on reste dans le cadre républicain et que ces personnes restent dans le champ républicain. Et puis le risque de pression, le risque aussi de se dire est-ce qu'à un moment, on n'envoie pas un message qui serait un message pernicieux sur la question du voile. Honnêtement, je pense qu'il faut que ce débat, il ait lieu
à l'Assemblée nationale. Parce qu'on est pris, Vous souhaitez que le débat soit ouvert, là. Je pense que le débat, il mérite d'être ouvert sur cette question-là à l'Assemblée nationale, parce que j'entends à la fois la question de ceux qui disent, ce qui compte, c'est que ces femmes ne disparaissent pas de l'espace public, que ces femmes, elles soient encore dans le champ républicain, et elles y sont encore quand il y a des sorties scolaires qu'elles accompagnent notamment. Et il y a aussi la question de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment qu'on banalise et qu'on considère que c'est finalement la société dans laquelle on a envie de vivre. Bien-être animal, je termine. Proposition de loi que vous portez quand ? C'est une proposition de loi qui est portée par un autre groupe politique. Oui, mais on va débattre dont on va débattre le 1er octobre en commission et le 8 octobre en séance publique. C'est la première fois qu'on pourra débattre de ce sujet-là. Que contiendra le texte, en gros ? Écoutez, nous, ce sur quoi on est extrêmement vigilants et ce sur quoi on souhaite avancer, c'est ce dont je vous avais déjà parlé. Vous voyez, on va le faire. C'est la question de l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. C'est la question de la fin de ces delphinariums et la capacité reproductive qu'on a dans ces delphinariums. C'est aussi avoir des mesures beaucoup plus sévères sur la lutte contre la maltraitance, la lutte contre l'abandon des animaux, parce que malheureusement, on continue à avoir le triste record européen d'abandon des animaux. Mais je suis ravie que ce sujet, parce que vous savez... La fin de la chasse à courre, l'interdiction de la chasse à courre. Alors déjà, on a eu une mesure très claire sur la chasse à la glu, qui a été prise, qui est une mesure courageuse, qui a été prise par la ministre Barbara Pompili. Je vous parle de la chasse à courre. Non mais d'accord, mais vous savez, on oublie souvent les victoires et on préfère parler des défaites. Moi, j'aime bien aussi, à un moment, avoir 3 secondes sur les victoires parce qu'elles s'étaient pas gagnées et je pense qu'elle était extrêmement importante. Sur la chasse à courre, on aura ce débat dans l'hémicycle. Mais vous êtes favorable à l'interdiction ? Moi, vous le savez qu'à titre personnel, j'y suis favorable. Ce débat, il existera dans l'hémicycle. Et donc, je ne peux pas préjuger du vote qui sera celui de mes collègues. Moi, j'ai un avis personnel l'interdiction sur de ce sujet-là. la corrida aux moins de 16 ans, de la même manière, 18 ans. c'est notre collègue Samantha Casbonne qui porte ce projet-là. Vous défendez cette interdiction ? J'ai toujours eu un avis personnel, je n'ai pas changé d'avis personnel sur la question, en effet. Vous voterez la réautorisation provisoire des insecticides, des néonicotinoïdes ? Oui, je le voterai pour une raison simple, c'est qu'en 2016, on a voté, ceux qui nous ont précédés ont voté des principes. Sauf que ces principes, ils ont été inapplicables. Et résultat, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? On a 46 000 emplois qui sont menacés, on a 25 000 agriculteurs qui sont concernés, parce qu'en fait, on leur a demandé d'appliquer des principes sans vérifier que des alternatives existaient. Et ça, on se retrouve avec une situation qui est intolérable, avec un risque d'importation du sucre demain, alors qu'on a une filière qui est extrêmement performante dans notre pays. Donc, voter des principes, c'est bien, faire en sorte qu'ils puissent être appliqués, c'est mieux. Merci Aurore Berger. Demain, je parlerai justement de ce vote puisque Barbara Pompili sera mon invitée demain matin. Il est 8h55 RMC et BFM TV.